Alors, le prochain sujet qu'on a à l'ordre du jour aujourd'hui concerne les régimes du secteur public. Le titre qu'on a donné, c'est « Le vaste chantier de la retraite, le secteur public écope ». Si j'hésitais un peu tout à l'heure à être optimiste ou pessimiste quant au chantier de la retraite, quand on parle des régimes publics, c'est un petit peu plus difficile d'être complètement optimiste par rapport à ce qui s'est passé dans les dernières années. Pour commencer mon introduction, je vais vous parler d'un article que j'ai lu qui date du 9 mars dernier. Donc, ça fait pas longtemps, là, le 9 mars, c'est il y a quelques jours seulement. C'est un article qui est paru dans la revue Conseiller. La revue Conseiller, ça, c'est une revue qui s'adresse aux gens de l'industrie, les gens, mais particulièrement celle-là, c'est une revue qui concerne souvent les petites et moyennes entreprises. Bon, en tout cas, peu importe, c'est une revue qu'on lit parce que ça s'intéresse aux questions de retraite, d'assurance, etc., etc. Puis, je ne vous cacherai pas qu'en arrière de cet article-là, il y a évidemment un peu de souffle qui venait de la Fédération des entreprises indépendantes. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme-là. C'est un organisme qui prend la défense. C'est un peu comme le pendant du Conseil du patronat, mais pour les petites entreprises. Alors, si mes panélistes n'étaient pas réveillés, là, je vous jure qu'après ce titre-là, quand vous allez savoir ce que c'est, vous allez être réveillés. Alors, le titre de l'article était, puis je vous le cite, « Trop généreux, les régimes de retraite du secteur public. La générosité des régimes du secteur public est peu équitable pour les travailleurs du privé. » Puis là, je ne vous parle pas de ça il y a 20 ans, là, je vous parle de ça de la semaine passée, après tout ce qu'on a connu dans les régimes du secteur public. Donc, je vois que vous semblez quand même assez réveillés. Ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, le vaste chantier de la retraite suite aux recommandations du rapport d'Amour ont mis l'emphase très rapidement sur les régimes du secteur municipal, secteur universitaire, et plus récemment, on a beaucoup entendu parler des régimes du REGOP, de notre REGOP, avec la négociation du secteur public. Alors, on a avec nous aujourd'hui 3 personnes qui ont été directement impliquées dans ces 3 chantiers-là. Le premier, c'est Marc Ranger. Je pense que tout le monde le connaît. On l'a pas mal vu à la télé dans les dernières années, justement, pour le dossier des municipalités. Marc Ranger est le nouveau directeur du syndicat québécois. Oui, c'est québécois. Excusez-moi, c'est mon syndicat en plus. Je suis un petit peu gênée, là. Le syndicat canadien. Bon, c'est peut-être un lapsus révélateur de ce qui s'en vient, ne sait-on jamais. Syndicat canadien de la fonction publique. Au cours des 3 dernières années, il a été directeur adjoint responsable notamment du secteur des municipalités et du secteur du transport terrestre. On sait 2 secteurs qui ont été touchés par le projet de loi 3. Il est au SCFP depuis 1998. De 2007 à 2012, il a été négociateur en chef pour le syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal, section locale 301, au moment où la question de pérennité des régimes de retraite était au cœur des négociations. En 2014-2015, puis c'est là où vraiment on l'a beaucoup vu dans les médias, il a été le porte-parole d'une vaste coalition, la Coalition syndicale pour la libre négociation. On voit encore des autocollants sur les chars de police, là, présentement. Une première, alors que les cols bleus, cols blancs, professionnels, employés de sociétés de transport, policiers, pompiers ont uni leurs forces pour répliquer aux attaques sans précédent au régime de retraite du monde municipal. Le combat pour protéger les régimes de retraite à prestations déterminées a vraiment été au cœur de son action. On a aussi avec nous Denis Bolduc. Denis, qui est membre du SCFP depuis 1986. Il a été journaliste au Journal de Québec, puis c'est là qu'on l'a connu le plus, avec quand il y a eu le grand conflit là-bas, la mise en place du journal Média Matin, non, Québec Média. Média Matin Québec. Pardon? Média Matin. Média Matin, c'est ça, OK. Il était porte-parole des travailleurs pendant le lockout, d'avril 2007 à août 2008, quand même plus d'1 an, lors d'un long conflit, le plus long conflit de la presse écrite au Canada. Pendant ce conflit de 16 mois, il était l'éditeur du quotidien gratuit Média Matin, lancé par les travailleurs qui étaient en lockout. Depuis 2011, il est secrétaire général du SCFP.
en plus d'être vice-président régional pour le Québec au Conseil exécutif national du SCFP. Il est responsable politique du dossier retraite au SCFP Québec. Et notre troisième invitée, qui vient du SQUES 298, Lucie Thériault, donc femme, mère, militante, dirigeante. Lucie détient une formation de technicienne du réseau de la santé et des services sociaux, où elle a travaillé pendant plus de 20 ans. Foncièrement impliquée à titre de membre de son syndicat, le SQUES 298, elle est sollicitée pour devenir présidente de son unité de base de 800 membres. Elle a agi à ce titre pendant plus de 10 ans, tout en se faisant élire également à titre de syndic ainsi que de vice-présidente au comité exécutif du SQUES 298. En 2007, elle relève un nouveau défi, et cette fois à titre de personne conseillère. Elle sera notamment porte-parole et responsable de la table sectorielle pour le renouvellement de la Convention collective nationale. En 2015, elle est élue comme personne dirigeante du SQUES au poste de vice-présidente au service aux membres. Donc, je vais laisser la parole à nos trois invités et ensuite, on va revenir ensemble pour une période de questions. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, très content d'être ici. Merci Marie-Josée de l'invitation. On dit toujours qu'il faut faire attention quand on a de la visite, il faut être poli. Je veux saluer M. Richard Fortier, président du Conseil d'administration de Retraite Québec, mais je vais avoir quelques messages pour vous en cours de route quand même. Et puis le premier m'a commencé tout de suite, ce n'était pas prévu dans mes notes, mais le premier message, je me rappellerai toujours d'un colloque qui avait été organisé sur la retraite en collaboration à ce moment avec la Régie des rentes. C'était un mois avant l'adoption, le projet de loi 3 et l'adoption de la loi 15 maintenant. Et c'était un peu de faire justement l'état des lieux. On était en novembre 2014. On était vraiment, j'ai un mois, mais c'est même pas un mois, à 2 semaines, de la sanction de la loi. Et c'était organisé en collaboration avec la Régie des rentes du Québec. Et on avait regardé, on était à peu près le même nombre ici dans la salle, mais de tout horizon, des firmes aussi d'actuaires, côté patronal, syndical. Et j'écoutais la Régie des rentes, dans le fond, nous exposer ce qu'allait devenir à peu près le projet de loi intégralement. Mais ce qui m'avait choqué le plus, c'est qu'elle répétait des chiffres comme le déficit de 4 milliards de dollars, qui était un chiffre qui était erroné. Elle disait aussi qu'il fallait absolument faire des changements à nos régimes de retraite et que ça pressait pour les préserver, les pérenniser, quand ça faisait au moins 2 ans, pas juste au SCFP, qu'à bien des endroits, mais qu'au SCFP, on avait commencé des négociations pour pérenniser nos régimes de retraite, parce qu'après tout, c'est nos régimes de retraite, puis on doit en prendre soin. Et il y a des ententes qui étaient intervenues avant. Je me souviens, j'avais rencontré M. Damour, Alban Damour, que j'appelais des fois le grand prêtre des régimes de retraite. Mais il y avait une grande qualité, c'est qu'il avait dit, les régimes de retraite à prestations déterminées, il faut les préserver. Puis ça, on était tous d'accord avec lui, c'était un joyau. En même temps, dans sa philosophie, c'était de préserver la rente de base, tout était négociable pour le reste. Là, j'étais beaucoup moins d'accord avec lui. Mais je fais ce petit préambule-là pour dire que c'est drôle, mais on ne s'est pas réveillé face à un mur, les syndicats. On l'a vécu 2008, on a vécu des années difficiles, on sait que nos régimes de retraite étaient plus matures et on avait fait des changements. Je prends l'entente des cols bleus, tantôt je vais en dire un mot, mais il y en a eu d'autres d'entente dans le municipal avant ça. Ça avait été cité en exemple, mais de ramener une cotisation presque à part égale, de regarder dans l'avenir un partage des déficits. Évidemment, pas de toucher au passé, parce que pour nous autres, ce n'était pas acceptable de revoir les règles rétroactivement. Puis on se souvient qu'avant, il y avait eu le PL 79 avec le Parti québécois qui parlait de réformes importantes, qui parlait d'une cotisation de coût de service courant à 50-50, mais qui ne parlait certainement pas, et il y avait un consensus là-dessus, de ne pas toucher au déficit passé. Et ce consensus-là avait été établi avec tous les acteurs dans le grand forum qu'il y avait eu au début de 2014. Fait que ça a été vite après ça. Mais fait que je reviens au colloque, puis après ça, je vous lâche, M. Fortier. Mais après tout, ça fait pas longtemps que vous êtes nommé. Mais je reviens à ce colloque-là, mais de constater que c'est comme si on n'avait rien fait, alors qu'on avait des ententes, qu'on avait commencé à prendre soin de nos régimes de retraite. C'était particulièrement frustrant, puis ça démontrait que, dans le fond, c'était plus un débat idéologique que d'autres choses. Fait que peut-être mon message pour maintenant Retraite Québec, c'est que vous n'êtes pas le bras politique du gouvernement. Vous êtes là pour voir la pérennité des régimes de retraite. Puis ça, c'est important, puis c'est important de ne pas l'oublier aussi.
Donc, parlons, je suis là pour faire l'état des lieux. Parlons de cette loi-là qui a été sanctionnée, donc adoptée le 4 décembre, sanctionnée le 5 décembre 2014. Donc, c'était le projet de loi 3. C'est devenu la loi 15. Et ça a enclenché sur un processus qui est bien décrit dans la loi 15, qui nous amenait à des échéanciers qui étaient précis. Le but, puis c'est drôle, dans le préambule du projet de loi, c'était d'assurer la pérennité et la stabilité de nos régimes de retraite. À l'époque, on avait rencontré, dans le cadre de la coalition aussi, puis Serge était là, on avait rencontré le ministre Moreau, et puis moi, j'y avais demandé, j'ai dit, l'objectif de ce projet de loi-là, est-ce que c'est de réduire la masse salariale des employés municipaux puis des gens des sociétés de transport? Non, 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 absolument pas. Il était là avec toute sa, je vais l'appeler sa cour, mais il n'était pas question de réduire la masse salariale. Bien, je dis, à ce moment-là, vous êtes d'accord d'ajouter dans le préambule, bon, nous autres, on n'a pas de problème, pérennité et stabilité des régimes de retraite, mais que le présent projet de loi n'a pas pour but de diminuer la rémunération globale des employés municipaux. Il nous avait dit oui. C'est là que ça a commencé la descente aux enfers, parce qu'il avait pris l'engagement, et quand on a vu le projet de loi déposé le 12 juin 2014, il n'y avait rien de ça là-dedans. Donc, on parlait de pérennité, mais de pas autre chose que ça. Ça a déclenché le 1er février 2015 des négociations forcées. Bien sûr qu'à des endroits, là, j'ai vu tantôt des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu puis à d'autres, ça faisait déjà 2 ans que les négociations étaient commencées par rapport à leur propre régime de retraite. Mais là, ça a déclenché des délais légaux, 1er février 2015. Pour ceux qui avaient le droit, parce que la loi prévoyait que si tu avais, comme par exemple dans le cas des Cols bleus de Montréal, un fonds de stabilisation, puis que ton régime de retraite était capitalisé à plus de 80 tu avais le droit dans ce cas-là, à une protection de l'entente, mais un report de la négociation, qui nous amène donc au 1er février 2016, pour ces cas-là, de commencer la négociation. Les Cols bleus ont d'ailleurs commencé cette négociation-là. Il y avait le droit au report. Dans les mois qui ont suivi, fait que si je fais un petit bilan, ça a été difficile, puis je vais aussi peut-être, sans écorcher, mais la loi, tout le monde le dit maintenant, tout le monde s'accorde pour le dire, elle a été très mal rédigée. Ce qui fait en sorte que dans les premiers mois, toutes les firmes d'actuaires, qu'elles soient issues du milieu, qu'elles travaillent avec les syndicats, qu'elles travaillent avec les employeurs, mais aussi toutes les parties impliquées, l'UMQ, de notre côté, évidemment, les différents syndicats, on a fait de multiples représentations à ce moment-là devant la Régie des rentes pour essayer de comprendre l'application de certaines des dispositions. La Régie des rentes a voulu aider en faisant, je pense, 4 questions-réponses différents. Parfois, il y avait des avis qui changeaient d'une question-réponse à l'autre. Ça n'a pas aidé. Et je dirais, dans ce cas-ci, ce n'est pas la faute de la Régie des rentes parce que tout au long de l'étude du projet de loi, si le ministre Moreau avait été entouré de gens compétents à la table, ça aurait peut-être donné d'autres résultats. Mais ça, c'est un constat qui est général et on est pris aujourd'hui à se débrouiller avec une loi qui est toute croche, autant Retraite Québec que l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, ce qu'on a décidé de faire dans cette période-là, c'est de s'asseoir directement avec soit l'UMQ ou avec d'autres joueurs pour essayer de s'entendre sur des mécaniques, sur des principes qui étaient autres, parce que ce n'était pas vivable. Il ne faut pas oublier que la loi nous disait, si tu n'as pas le droit au report, bien, la photo, on va la prendre au 31 décembre 2013, l'état de nos régimes de retraite, puis la restructuration va se faire à partir de la photo qu'on aurait prise au 31 décembre 2013. Si on avait le droit au report, 31 décembre 2014, pour prendre cette photo-là. Mais évidemment, il y avait des contraintes, il ne fallait pas changer les hypothèses actuarielles dans l'évaluation précédente. Ça, c'est un problème. Et s'en est suivi aussi une série de contestations au tribunal administratif du Québec. Puis ce qu'il y a d'un peu drôle, c'est la firme Aon, je ne veux pas faire sa publicité, là, mais c'est la firme Aon qui avait à ce moment-là une vingtaine de clients du côté des municipalités, qui a décidé en premier de challenger certaines des hypothèses en disant, nous autres, on voit par exemple qu'il devrait y avoir des ajustements aux tables de mortalité et qui sont logiques, qui sont explicables. Au départ, la Régie des rentes a refusé ces ajustements-là. Et au SCP, on s'est joint aux contestations qu'il y avait pour mettre une pression aussi. Je dirais que dans la majorité des cas, il n'y a pas eu de décision du tribunal administratif du Québec et on a été capable de régler. Mais pourquoi c'est important d'avoir une souplesse au niveau des hypothèses actuarielles? Parce que quand tu as un exercice de restructuration, c'est déjà assez douloureux. Puis dans bien des cas, on avait déjà commencé à mettre sur pied des fonds de stabilisation.
tu n'as pas besoin d'avoir des hypothèses qui, à un moment donné, puis je prends une firme au hasard que je nommerai pas, Normandin-Baudry, qui a des taux d'actualisation extrêmement bas, qui font en sorte de créer, c'est une approche qui est conservatrice. Quand on est dans un contexte de restructuration, on n'a pas besoin d'avoir des hypothèses actuarielles extrêmement strictes ou conservatrices qui font en sorte de créer artificiellement des déficits. Et heureusement, là aussi, on a été capable de faire bouger des choses. Mais en 1 an, ça a donc été assez, je dirais, laborieux, parce qu'évidemment, il a fallu tenter d'alimenter tous nos comités de négociation, nos comités de retraite, à pouvoir dire que voulait dire telle ou telle application de la loi. Puis en même temps, on est bousculé dans les délais, parce que ces délais-là, c'est des délais qui sont de rigueur. Hein? Le ministre Moreau, dans sa vision, se disait « Je dois finir ma job de bras le plus vite possible, puis qu'à telle date, bien, il y aura, dans le pire des scénarios, des décisions qui viendront modifier la restructuration. » Ce qui est aussi de particulier, c'est que peu importe que le régime de retraite est en santé ou pas en santé, c'est actuellement 154 régimes de retraite dans le monde municipal, dans le transport, qui sont restructurés. Donc, même des régimes pleinement capitalisés, il y a des objectifs qui doivent être atteints. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Puis je ne me suis pas choqué par rapport à l'introduction parce que ça ne valait pas la peine de parler de la présidente de la Fédération d'entreprises. Je ne me souviens pas de son nom, là, mais 4 minutes, oui. Je vais accélérer. Les effets les plus néfastes, dans le fond, du projet de loi, parce que quand on regarde, puis on parle de, Serge en a parlé tantôt, de principe de libre négociation, c'est un des effets les plus néfastes, c'est sûr, c'est le partage des déficits passés. À la toute fin, le ministre a un peu modifié le tir pour dire, bien, ça pourrait être un partage à 45-55, mais dans le fond, ça prend une entente, ça prend un accord. Si la Ville n'est pas d'accord, bien, il n'y en a pas de partage à 45-55 des déficits passés. Le plafonnement du coût des régimes de retraite. Si je prends un régime comme Saint-Jérôme, qui a une belle formule d'indexation, puis que le coût de service courant est à 26 bien, il faut se ramener à 18 parce que c'est ça le plafond pour l'exercice de la restructuration. Fait qu'on s'en fout de l'historique passé, mais il y a des objectifs à atteindre, puis on le fait. Un des plus gros problèmes, tantôt je vous entendais parler d'équité intergénérationnelle. Une des solutions qu'on a trouvées aux différentes tables de négociation, pognées avec ça, cette loi-là, mais avant l'application de la loi, c'était de dire, OK, les plus jeunes, on va revoir leurs droits à la baisse à certains égards. Ils vont partir plus tard à la retraite. Ils vont contribuer davantage dans leur régime de retraite. Mais en contrepartie, on va mettre sur pied, là où il n'y en a pas, des formules d'indexation automatique. Puis en plus, avec le fonds de stabilisation, parce que c'est une idée syndicale, là, pas venu du gouvernement, ça. C'est la seule bonne idée qu'ils ont pris du côté syndical, le fonds de stabilisation. Mais on s'est dit, à partir de ça, on va venir bâtir, pas pour les retraités, pour les gens actifs qui payent davantage, puis qu'on voit leurs droits, on va venir bâtir une meilleure indexation pour ces gens-là. C'était toute la base de l'équité intergénérationnelle. Et ça, nos membres en Assemblée, ils ont acheté ça. Ils ont acheté ça là, à 95 Col Bleu de Montréal, une assemblée de 3000 Col Bleu, des jeunes, des retraités, tous les âges. Bien, à 97 ils ont accepté cette formule-là parce qu'ils disaient, c'est correct. Le plus jeune disait, m'a peut-être partir 50 plus tard à retraite, m'a peut-être payé 4 de plus dans mon régime de retraite, puis je vais peut-être revoir certains droits à la baisse. Mais moi, je sais que je vais avoir un vrai régime de retraite à la fin et je sais que je vais avoir une indexation qui va être bonifiée. Bien là, avec le projet de loi, c'est terminé. Ça, c'est un des effets qui sont extrêmement néfastes et qui jettent à terre toute la logique de nos ententes. Je disais, bon, le processus de négociation, parce qu'il faut que je me dépêche. Si je faisais un bilan un petit peu par rapport à ça, actuellement, à l'heure actuelle, au ministère du Travail, on a 40 régimes qui sont sous le coup d'un report de négociation, mais qui doivent commencer à négocier quand même depuis 1 mois. Il y a actuellement, sur les 154 régimes, il y a 18 ententes, dont 14 ont été reconnues par Retraite Québec. Parce que ça, c'est une chose, c'est qu'une fois que vous obtenez une entente, aujourd'hui, les cols blancs de Montréal sont en assemblée sur un règlement qui, évidemment, pourrait être majeur. Mais là, un coup que tu t'es assis à la table de négociation, que tu as négocié ça, bien là, c'est comme si, vous savez, des fois, vous avez tout négocié ici, puis tu as quelqu'un qui n'a pas été à la table de négo, puis qu'à un moment donné, ça en vient challenger ce que tu as fait. Bien là, c'est bien beau d'avoir réglé, mais il faut que l'entente ait le sceau de Retraite Québec. Puis là, évidemment, on a des gens qui se repenchent sur chacune des modalités. Fait que ça aussi, c'est un problème. Mais actuellement, il y a 18 ententes, et dont 14 ont été acceptées par la Régie des rentes. Il y a 8 dossiers en arbitrage, et il y en a 6 qui sont traités. Et il y a 88
dossiers dont la période de négociation a été prolongée. La loi prévoyait une période de négo de 12 mois, une possibilité de prolongation de 3 mois et une autre qui nous amènerait en plein milieu de l'été de 3 mois maximum. Après ça, c'est l'arbitrage. Et cet arbitrage-là, on a des sérieux problèmes. On l'avait dit au ministère. Je vous ai dit que la loi était mal rédigée. 14 arbitres qui ont accepté de prendre des mandats avec des critères particuliers pour l'arbitrage en fonction de la loi 15. Sur les 14, ils doivent rendre leur décision dans les 6 mois. C'est un délai de rigueur. Ils ne l'avaient pas vu venir. Là, on a des gens au ministère qui nous disent, il faudrait peut-être voir à prolonger ces délais-là. Hey, on ne l'a pas écrit, la loi. On vous l'avait dit pendant la commission parlementaire que ce n'était pas faisable pour un arbitre de se pencher sur des dossiers complexes de régime de retraite puis de rendre une décision en 6 mois. Bien, il y a des arbitres qui commencent à se désister. Fait que déjà, il y a juste 8 dossiers en arbitrage et déjà, il y a des 14 arbitres. Il y en a plusieurs qui ont dit « Moi, je ne suis pas intéressé parce que je ne serais pas capable de rendre une décision intelligente en dedans de 6 mois. » Puis là, ce qu'ils disent, il faudrait s'entendre. Là, l'UMQ dit « On pourrait s'entendre prolonger les délais. » Non. Ce n'est pas nous autres qui l'avons écrit, la loi. Elle est toute croche. C'est des délais qui sont de rigueur. Et on est en contestation de cette loi-là. Ça fera partie de l'objet de nos contestations, le fait qu'on soit devant des aberrations mentales. Maintenant, ce qu'on fait aux tables de négociation, puis je sais qu'il reste peu de temps, ce qu'on fait, c'est l'état des lieux, on limite les dégâts. Les cas où il y a des ententes, c'est parce que souvent, soit qu'il n'y avait pas de situation de déficit passé, soit que la cotisation était déjà prête, soit le coût de service courant était sous la barre des 18 %. Mais évidemment, il y a des cas où c'est extrêmement difficile. On le disait tantôt, on est en contestation par rapport à ça. Il y a eu des éléments quand même positifs, puis ils ne décollent pas du gouvernement. C'est qu'on a davantage pris en charge nos régimes de retraite. Je vois plein de monde ici dans la salle qui sont du secteur municipal, et puis avant, on ne s'en préoccupait pas, de nos régimes de retraite. Bien maintenant, on s'en préoccupait moins. Mais maintenant, nos gens sont allumés, sont impliqués, et plus que jamais, on voit à nos affaires. Deuxièmement, le débat public, on en a parlé. Pendant 1 an et demi de temps, ça a permis de faire un débat davantage public sur l'importance des régimes de retraite, puis de dire que le régime public devrait être amélioré. Ça a fini par passer un peu comme message à travers ça. Donc ça, c'est un élément aussi qui est positif de ce projet de loi-là. Mais je dirais que pour le reste, et peut-être le dernier élément, j'allais oublier, on a développé des solidarités extraordinaires. Le monde municipal est plus soudé que jamais. Maintenant, il ne se passe rien à une table de négociation des pompiers. Je vois les gens du syndicat des pompiers du Québec qui sont ici, où on s'échange l'information, on travaille ensemble. Les policiers, c'est la même chose. La contestation juridique se fait tout le monde ensemble. On s'entraide, on sait ce qui se passe à chacune des tables. Et le message au gouvernement de tous nos groupes est exactement le même. Il y a 2 cas particuliers. Tu en as parlé, Marie-Josée. Il y a la Fraternité des policiers de Montréal. Elle a une contestation où elle invoque qu'elle n'est pas assujettie à la loi 15 parce que le préambule parle de régimes qui sont créés par un organisme municipal, ce qui n'est pas le cas pour la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Et ça va être débattu en cours au mois de mai. Mais ce qu'il y a de particulier avec le projet de loi, c'est la loi maintenant, c'est qu'elle ne tient pas compte de tous ces délais-là. Fait qu'il y a des demandes de sursis qui sont en cours. Le syndicat des pompiers, l'Association des pompiers de Montréal, des décisions qu'ils ont gagnées la semaine dernière, c'est que le projet de loi disait, il a été déposé le 12 juin, le ministre Moreau et le gouvernement voulaient éviter des départs massifs à retraite. Fait qu'ils ont été jusqu'à dire qu'à partir du dépôt du projet de loi, peu importe les discussions qu'il y aura en commission parlementaire, peu importe les modifications, tu ne pourras plus être considéré comme retraité après cette date-là du 12 juin. Ils l'ont déposé, le projet de loi, en après-midi le 12 juin. Les pompiers se sont retournés de bord puis ont avisé leurs gens en quelques heures que s'ils voulaient prendre leur retraite, l'article 62 n'était pas très spécifique et ils seraient considérés comme des retraités au 31 décembre 2013. Le juge leur a donné raison et dans ce cas-ci, la Régie des rentes avait interprété le texte de la loi qui disait entre telle date et le 12 juin. Avait interprété que c'était avant le 12 juin. La Cour supérieure a dit non, c'était une mauvaise interprétation. L'interprétation littérale était autre. Puis là, c'est vrai que j'arrête, c'est court, 15 minutes pour parler de tout ça. Mais j'avais une citation extraordinaire d'un juge de la Cour suprême, d'un ancien juge de la Cour suprême. Je ne la lirai pas, mais il y a une chose qui est sûre. Le droit de négocier un régime de retraite, c'est un droit qui est fondamental. Le gouvernement, Serge en a parlé, s'apprête à déposer un nouveau projet de loi qui permettrait aussi aux maires, ultimement, de pouvoir décréter les conditions de travail. Si, comme syndicat, on ne peut plus négocier notre régime de retraite, si, comme syndicat,
On ne peut plus négocier notre convention collective. C'est notre droit d'association qu'on enlève. Ça, on n'a pas le droit. Puis j'aimerais que tout le monde se serre les coudes. On aura 2 occasions très prochainement de dire à ce gouvernement-là qu'il va trop loin. Maintenant, il faut se lever debout. Merci. Bonjour tout le monde. Alors là, c'est un défi d'horloge, c'est ce que je comprends. Marie-Josée, tu chronomètres, tu me fais signe, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à dire. Concernant le secteur universitaire, bon, on a eu le projet de loi sur les régimes de retraite dans le secteur municipal. Et, on était en attente du côté universitaire de ce qui allait se passer. Et puis, dès que ça s'est réglé dans le secteur municipal, dès que la loi a été adoptée, bien, on a été convoqué, le secteur universitaire, pour continuer les travaux. Bon, c'est quoi la FTQ dans le secteur universitaire? Bien, il y a 35 000 employés actifs de la FTQ dans le secteur universitaire. Et il y a trois principaux affiliés, le SCFP, l'Union des employés de service et l'Alliance de la fonction publique du Canada. On a 12 000 membres au SCFP Québec dans le secteur universitaire et on représente donc la FTQ par ses affiliés, représente des groupes là, dans à peu près toutes les universités, là, le réseau de l'Université du Québec, Polytechnique, Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, j'en oublie peut-être, mais on est présent partout, la FTQ, avec le SCFP et les 2 autres affiliés. Au départ, le responsable du dossier, c'était le ministre François Blais. François Blais qui, par le hasard des circonstances, était bizarrement interpellé directement parce qu'il est membre d'un régime de retraite, celui des professeurs à l'Université Laval. Et on a passé le message une couple de fois, là, subtilement. Et ce qu'il nous annonçait à ce moment-là, la première rencontre qu'on a eue avec François Blais, il nous annonçait un projet de loi dans le secteur universitaire, dans le sillon du projet de loi 3 du secteur municipal. Et sa grande préoccupation à ce moment-là, c'était la maturité des régimes dans le secteur universitaire. Il nous disait, j'ai un déficit global de 1 milliard de dollars, puis j'ai des actifs de 12 milliards de dollars. Il y a 42 000 participants. Pour moi, c'est un problème et il faut le régler. Évidemment, notre réaction immédiate, ça a été de dire que dans le secteur universitaire, une loi n'était pas nécessaire. Pourquoi qu'on disait ça? C'est parce que dans le secteur universitaire, la situation est tout autre que dans le secteur municipal. Et le secteur universitaire avait déjà amorcé des changements significatifs. C'était le cas dans le secteur municipal. Déjà, la réflexion avait été faite. Déjà, il y avait des actions qui ont été faites, mais c'était encore plus avancé dans le secteur universitaire. Et l'autre grande différence par rapport au secteur municipal, c'est qu'on parlait de 11 régimes de retraite à prestations déterminées pour l'ensemble du secteur. Marc, tout à l'heure, vous a parlé de 154 régimes de retraite à prestations déterminées touchés par le projet de loi 3, la loi 15 du secteur municipal. Et les 11 régimes, à ce moment-là, au 31 décembre 2013, c'est les chiffres qu'on nous donnait à la Régie des rentes, le taux de capitalisation médian était de 89 %. Il y avait le plus bas taux de capitalisation à ce moment-là était de 82 %. Il y avait déjà 2 régimes de retraite sur 11 qui étaient capitalisés à plus de 100 %. Le coût moyen du service courant était à 15,1 %. Le plus haut était à 20,1 %. Et déjà, il y avait 8 régimes sur 11 qui prévoyaient un partage à part égale du coût du service courant. 8 également qui prévoyaient un partage à part égale qui avait une formule de partage du déficit passé
Et il y avait déjà 2 universités qui avaient mis en place un fonds de stabilisation d'indexation, puis 2 autres qui avaient mis en place le solage là, pour introduire un fonds de stabilisation dans le régime de retraite. Alors, on disait, ben, c'est pas nécessaire, le secteur universitaire, c'est un milieu d'entente. On a pris le problème entre nos mains, puis on travaille dessus. Déjà, des universités ont fait des ententes et on n'a pas besoin d'un projet de loi. Je dois vous dire que quand on a présenté tous les arguments, on a senti une écoute de la Régie des rentes du Québec, mais particulièrement à l'arrivée du ministre Sam Hamad. Sam Hamad étant un ministre, je pense, qui aime bien les consensus, et le message qu'on a senti à ce moment-là, puis qui était transmis par la Régie des rentes du Québec, je dis la Régie parce qu'on parlait de la Régie à l'époque, Retraite Québec maintenant, c'était, si vous réussissez, à un moment donné, on l'a senti, si vous réussissez à établir un consensus, bien, le ministre, il va embarquer dans le consensus, ça va se refléter dans le projet de loi. Alors, on a réussi à faire un peu beaucoup tourner le bateau dans ce sens-là. Et on a donc eu droit au dépôt, juste avant les fêtes, du projet de loi 75 qui force la restructuration des régimes de retraite dans le secteur universitaire. Et donc, avec toutes les représentations qu'ils ont fait, l'écoute qu'on a eue, tout ça, si on appliquait le projet de loi 75 actuellement, tel qu'il est rédigé, bien, il y a 3 groupes. Il y a 3 groupes qui ont à faire une restructuration. Et ici, je ne parle pas du fonds de stabilisation parce qu'on l'exige dans tous les régimes de retraite. Mais pour le reste, il y a 3 groupes, l'Université Bishop, l'École polytechnique de Montréal et l'Université Laval. À l'Université Laval, il n'y a pas, c'est différent un petit peu, il n'y a pas un seul régime de retraite, il y en a plusieurs. Donc, celui des professeurs n'est pas le même que celui des employés de soutien, le syndicat SCFP qui est là-bas, le 2500. Et donc, qu'est-ce qui prévoit là, le projet de loi? Je vais vous donner quelques lignes rapidement parce que j'ai un défi d'horloge. D'abord, à notre goût, il est un peu trop strict. Il ne permet pas de dégager un espace de négociation suffisant. On le dit souvent, laissez-nous négocier, donnez-nous un coffre d'outils, puis on va s'arranger avec l'employeur sur une base de négociation et d'argumentation. Alors, qu'est-ce qui prévoit? D'abord, les régimes hybrides sont exclus du projet de loi. Ça existe, par exemple, à l'Université de Sherbrooke. Donc, une partie du régime est à prestation déterminée, l'autre partie en cotisation déterminée, ne sont pas touchés par le projet de loi. La photo doit être prise au 31 décembre 2014. Marc vous a dit 31 décembre 2013 pour le secteur municipal. 31 décembre 2014, le taux d'actualisation utilisé ne doit pas dépasser 6 %. Pour nous, ça représente un problème. Le total des cotisations du coût du service courant doit être assumé à part égale par l'employeur et les participants actifs, mais il y a la même clause là, que dans le secteur municipal, c'est-à-dire que les parties peuvent convenir d'un partage différent, 45 %, 55 %. Donc, on oblige la mise en place d'un fonds de stabilisation d'au moins 10 % de la masse salariale et le coût du service courant, incluant les cotisations d'équilibre, ne doit pas dépasser 21 %. Et donc, actuellement, quand on regarde ça, je vous l'ai dit, il y a 3 régimes de retraite là, qui ne passent pas la barre du 21 %. Donc, il y a une restructuration qui est demandée en vertu du projet de loi. Et il y a également une couple de clauses là, qui permettent de bonifier le 21 % par rapport à la présence féminine dans les groupes et également lorsque l'âge des participants est supérieur à 45 ans. Alors, le 21 % peut être majoré
de 0,6 par année supplémentaire au-delà de 45 ans. Ces grandes lignes du projet de loi, vous les résume bien rapidement. Donc, à la suite du dépôt du projet de loi, évidemment, on a poursuivi les discussions. Le syndicat, notamment, je vais parler beaucoup de l'Université Laval parce que c'est le principal touché. Je vais vous donner un exemple à la fin de ce que ça représente pour ce groupe-là. Donc, à la suite du dépôt du projet de loi, évidemment, il y a eu des signaux qui se sont donnés et il y a eu des discussions entre l'employeur, l'Université Laval, et notre groupe des employés de soutien de l'Université Laval. Et il y a quand même un certain nombre de consensus qui ont été établis puis qui ne se retrouvent pas dans le projet de loi. Un ou deux exemples. On dit que les participants, incluant les retraités, ne devraient pas financer plus de 50 du déficit total. On disait, oui, c'est logique. Effectivement, c'est logique, mais si on applique le projet de loi tel qu'il est rédigé actuellement, on pourrait faire en sorte que si les retraités payaient 50 du déficit, bien, à cause de cette règle-là, que les deux ensemble doivent payer 50 du déficit, bien, les actifs assumeraient 92 du déficit selon le projet de loi actuel. Nous, on pense que faut que ça soit corrigé. Et on dit également que quand il y a un fonds de stabilisation, bien, le taux d'actualisation utilisé par les actuaires devrait pouvoir dépasser légèrement le 6 %. On suggère 6,2 %. Et on pense que ça tient la route, ça, du côté actuariel. Et on va demander l'effort de Retraite Québec puis du gouvernement dans ce sens-là. Et évidemment, sur ces consensus-là, il y en a quelques-uns, je ne les énumérerai pas tous, mais on dit au gouvernement, bien, vous avez un consensus sur la table, l'employeur, les syndicats s'entendent sur ça, bien, c'est une affaire de rien de le mettre dans le projet de loi. Il n'y aura pas de chicane là-dessus. C'est ce qu'on est allé plaider en commission parlementaire. Évidemment, quand on dit ça au gouvernement, on sait qu'il va aller vérifier si ce qu'on dit, c'est vrai, parce qu'il y a un certain scepticisme, mais on n'est pas inquiet. S'ils vont vérifier, c'est vraiment la réalité. On a également proposé autre chose pour alléger un peu le fardeau de nos gens. Actuellement, le projet de loi, puis je ne veux pas être trop technique, là, mais le projet de loi dit qu'il y a une masse salariale au 31 décembre 2014 de X. Et donc, les projections actuarielles se font en vertu de cette masse salariale-là. Nous, on dit que ça ne fonctionne pas parce que la masse salariale, dans le temps, évolue avec les augmentations de salaire, etc., etc. Donc, il y a une augmentation de la masse salariale, donc du pourcentage, et nous, on devrait pouvoir calculer les cotisations d'équilibre en fonction d'une masse salariale qui évolue dans le temps. C'est une proposition qu'on a faite. Du côté actuariel, ça se défend très, très bien. Et on demande également de pouvoir ajuster, un peu comme on le fait pour l'âge puis la présence féminine dans les régimes de retraite, de pouvoir ajuster le plafond de 21 % en vertu de la maturité du régime de retraite. Par exemple, à l'Université Laval, notre groupe, bien, il y a 70 % de retraités et il y a 30 % d'actifs. Donc, les 30 % d'actifs ont à supporter tout ce poids-là. Nous, on dit qu'on pourrait bonifier le 21 % selon une échelle là, convenue. On a une proposition là-dessus, mais on pourrait augmenter le plafond de 21 % en fonction de cette maturité des régimes de retraite. Ça n'aurait pas d'impact à Polytechnique, mais à l'Université Laval, ça a un impact important parce que c'est un régime très, très, très mature. On dit également dans le processus de libre négociation, c'est le discours qu'on tient depuis plusieurs années dans le secteur municipal, on tient le même discours dans le secteur universitaire, laissez-nous négocier, donnez-nous des outils, on va voir avec l'employeur, chaque entité, chaque régime étant différent par rapport à un autre, donnez-nous la chance de négocier ce qui fait notre affaire et ce qui fait l'affaire de notre employeur à nous, pas de mur à mur, c'est ce qu'on demande. Et dans cette optique-là,
On donne un exemple. Par exemple, on serait prêt à regarder le partage des excédents des actifs avec l'employeur pour lui accorder une plus grande portion des surplus. Donc, on est prêt à faire des choses, mais sur le principe de négociation avec l'employeur. Et ce qu'il faut se souvenir là, dans tout ça, c'est autant à l'École polytechnique de Montréal, autant à l'Université Laval, autant dans le réseau UQ, il y a eu des efforts importants qui ont été faits au cours des dernières années pour restructurer le régime de retraite. Et, par exemple, à l'Université Laval, lors de la dernière négociation, ça ne fait pas 10 ans, là, ça fait 2 ou 3 ans, dernière négociation, volontairement, sans cadre législatif, les gens sont matures, les gens sont responsables, ils ont ajusté, ils ont fait des ajustements au régime de retraite et qui équivalent à 5 % de la masse salariale. Donc, 5 % de la masse salariale, c'est un effort qui a déjà été fait à l'Université Laval. Du côté de Polytechnique, il faudrait que je regarde mes notes, mais il me semble que c'est autour de 3 % l'effort qui a été fait. Je m'excuse si je me trompe, là, puis qu'il y a des gens de Polytechnique dans la salle. Vous viendrez au micro pour me le dire si tu t'es trompé. Là. Mais c'est un effort à peu près équivalent à 3,5 % qui a été fait lors de la dernière négociation à Polytechnique dans le régime de retraite. Donc, des économies qui sont récurrentes pour l'employeur. Et là, ce qu'on nous demande avec le projet de loi, ce qu'on demande au groupe, c'est de faire un effort supplémentaire par-dessus l'effort qui a déjà été fait dans le passé. Bon, je vous parle de 5 % à l'Université Laval. Si on applique le projet de loi tel qu'il est rédigé actuellement, bien, les gens à l'Université Laval doivent faire un autre effort de 5,6 %. 5,6 %. 5 plus 5,6, ça fait 10,6 %. Quelqu'un qui gagne 50 000 $ en moyenne, bien, c'est qu'on lui dit, tu as négocié il y a 2-3 ans, tu as mis un certain montant sur la table, il y a un projet de loi, tu dois te conformer au projet de loi, tu dois faire d'autres efforts, puis au total, là, sur ton 50 000, tu vas avoir laissé 5 000 $ sur la table. C'est ça que ça veut dire, 10 % de la masse salariale pour un individu. Parce que souvent, on regarde le portrait global, on regarde le gros chiffre en haut, puis on dit sur 100 millions, il doit faire un effort de 10 millions. Mais l'individu, lui, qui gagne 50 000, doit faire un effort de 5 000. C'est pas rien, là. C'est pas rien, là. Alors, vous comprenez pourquoi on travaille fort pour essayer d'atténuer l'impact auprès de ces groupes-là, d'atténuer l'impact, puis on apporte des propositions qui sont logiques, qui se tiennent du point de vue actuariel et qui permettent également à l'employeur, les cotisations excédentaires, on a des propositions sur une base volontaire dans un processus de négociation. Mais si l'employeur peut tirer profit de ça, mais nous aussi, ça fait notre affaire, bien, on est prêt à aller là. Puis c'est ce qu'on demande finalement au gouvernement. On ne veut pas d'approche mur à mur. On doit avoir un cadre suffisamment souple pour permettre des ajustements et atténuer finalement la facture pour nos gens. Laissez-nous donc de l'espace pour faire des choix avec l'employeur. Actuellement, tel que c'est rédigé le projet de loi 75, il n'y a pas suffisamment d'espace. Il faut que ça change. On réclame, dans le fond, ce qu'on dit depuis maintenant 2-3 ans, le droit à la libre négociation. C'est ce qu'on demande pour le secteur universitaire. Merci. Maintenant, c'est Lucie Thériault qui va venir vous entretenir des impacts sur le REGOP. Merci, Denis. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous. Merci à la FTQ, à Marie-Josée pour votre invitation. Le régime, évidemment, le REGOP, c'est le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ça regroupe environ 40 000 personnes à la FTQ qui sont au SCFP, à l'Union des employés de services local 800 et chez nous au SQUES.
Donc, comme vous savez, nous avons conclu une entente de principe avant les fêtes. C'est aussi descendu auprès des comités locaux et nous sommes actuellement en attente des textes finaux pour la signature. Mais évidemment, c'est un travail colossal et très, très long. Et à date, nous n'avons rien reçu à notre table santé, là, rien reçu, aucun texte. La première rencontre pour ce travail-là va se faire demain en après-midi. Donc, nous, le secteur de la santé, le gouvernement, notre vis-à-vis, évidemment, nous, c'était M. Coiteux. Donc, M. Coiteux, étant un homme fier de porter ses politiques d'austérité, il a commencé, bien avant nous, à dire sa politique d'augmentation de salaire et ses demandes sur la retraite, je vous dirais plusieurs mois avant que nous débutions notre négociation. Vous avez sûrement entendu parler du 00111 et du 62 ans d'âge à la retraite. Donc, c'est dans un contexte, je vous dirais, où la population entendait les chiffres et aussi où la population dit souvent que nous sommes les gras durs du réseau, qu'on méritait probablement ce que le ministre Coiteux nous offrait. Je vous dirais que oui, le gouvernement a débuté avec cette information-là, mais ça lui a joué de bien vilains tours. Parce que ce que ça a créé au cours de notre négociation, c'est que ça a créé un mouvement de solidarité sans précédent dans le secteur de la santé et des services sociaux et avec le secteur de l'éducation. Ce qui a eu comme effet une mobilisation monstre, comme on a rarement vu, 4 jours de grève, dans la santé, 4 jours de grève légale, mais 4 jours où les gens ont sorti, où l'éducation a aussi, évidemment, sorti et où les impacts ont été, je vous dirais, positifs pour nous dans la population, parce qu'on a senti que les pères et les mères, les gens qui reçoivent des services de santé et d'éducation, étaient derrière nous. Et ça, bien, ça a mis la place à la table centrale du secteur de la santé et à la table sectorielle aussi, pour effectivement voir enfin un peu d'ouverture. Mais ce gouvernement-là fait aussi des lois. C'est un législateur. Donc, on savait que ça prenait une certaine ouverture, ça nous prenait une voie de passage pour pouvoir arriver à une entente négociée satisfaisante, autant pour les salaires que pour la retraite, mais il avait placé la retraite comme un incontournable. Alors, il fallait trouver une voie de passage pour faire atterrir tout ça, parce que l'épée que nous avons, nous, c'est un décret dans nos conditions de salaire et d'avantages sociaux. Donc, pour nous, il fallait trouver une voie de passage. Notre régime est un régime à prestations déterminées, partagées moitié-moitié, donc avec les mêmes cotisations que l'employeur, et il est aussi capitalisé à 97 %. Donc, c'était difficile de comprendre la demande de M. Coiteux. Mais dans la foulée de la correction de l'âge que, évidemment, il s'est passé au fédéral et qui arrive, évidemment, aussi au niveau provincial par la loi 15 et par les autres projets où il nous amenait effectivement à se questionner sur l'âge de la retraite, on a trouvé un compromis. On n'est évidemment pas content de ça, de ce 12 mois supplémentaire-là, mais on a négocié pour que l'impact soit le plus minimal possible. Donc, c'est un milieu majoritairement de femmes dans le milieu de la santé et des services sociaux, un milieu majoritairement femmes et des travailleuses et travailleurs à temps partiel. Donc, ce qui était 60 ans d'âge pour pouvoir bénéficier de sa retraite ou 35 ans de service, ce sont les deux facteurs,
Bien, le 35 ans de service pour faire 70 à la retraite de revenus, bien, pour nous, il y a très peu de gens dans le milieu de la santé qui bénéficient de ce 70 %-là, puisqu'ils cotisent à leur régime de retraite à temps partiel. Parce que le réseau de la santé est un réseau où il y a beaucoup de travailleurs et travailleuses à temps partiel et pas mal moins à temps complet. Donc, ça nous amène à se dire qu'on va devoir travailler une année de plus. M. Carrière disait, avant que nous soyons à notre panel, M. Carrière disait « Travailler une année, 2 années de plus », quand j'ai regardé vos tableaux avec les femmes, bien, il y a des risques à ça. Oui, il y a des risques qui touchent la santé des femmes. La santé des femmes, dans le milieu de la santé, le travail chez certaines travailleuses, c'est du travail physique. On ne compte plus les femmes dans le réseau qui ont des problèmes musculo-squelettiques. On ne compte plus les femmes, évidemment, on fait beaucoup de relations d'aide dans ce réseau-là où, effectivement, il y a une fatigue psychologique d'aider les autres. Donc, pour nous, 12 mois, c'est quand même 12 mois pas facile de se rendre à 61 ans. Vraiment pas facile. Donc, les risques associés à la santé, elles sont grands. Et comme on est un secteur majoritairement de femmes, bien, vous comprendrez aussi que les personnes significatives, souvent, par rapport aux conjoints, évidemment, par rapport aux parents, par rapport aux enfants, donc les responsabilités familiales, elles sont souvent sollicitées par ces responsabilités-là. Fait que les femmes, quand ils arrivent à la fin de leur carrière, en plus d'être usées physiquement, là, elles le sont aussi psychologiquement et elles ont aussi beaucoup donné de leur temps, donc ont beaucoup réduit leur temps de travail et elles sont à temps partiel. Donc, je vais me faire ça un peu plus court. Nous avons négocié, oui, il a fallu que l'on concède une année. Donc, à partir du 1er juillet 2019, la négociation nous a quand même amené à ne pas avoir ça à la signature de la Convention, mais à reporter ça à la dernière année de la Convention. Donc, à partir du 1er juillet 2019, ce sera 35 ans de service pour avoir droit à sa retraite sans pénalité actuarielle ou 61 ans d'âge. Par contre, on était inquiets parce que ceux qui, en 2019, seront dans leur année anniversaire pour pouvoir quitter à la retraite, bien, on ne souhaitait pas qu'ils soient pénalisés. Donc, en 2019, pendant l'année qui suit le 1er juillet 2019, les travailleuses et les travailleurs vont pouvoir bénéficier, s'ils ont 60 ans d'âge ou 35 ans de service, de pouvoir aussi partir à la retraite sans pénalité actuarielle. Donc, on a reporté dans le temps cette mesure-là. Le gouvernement avait aussi une autre demande. La pénalité actuarielle, maintenant, est de 4 %. Il voulait nous la monter à 7,4 %. Évidemment, ce n'est pas le taux réel. Je vous amène au milieu des années 90. Dans le milieu des années 90, le gouvernement, pour l'atteinte du déficit zéro, avait proposé des mises à la retraite massives, évidemment, pour pouvoir réduire ces coûts de main-d'œuvre du réseau. Ces mises à la retraite massives-là, bien évidemment, pour que les gens puissent bénéficier de leur retraite sans payer trop cher la pénalité, bien, ils ont baissé la pénalité actuarielle aux alentours de 1994 à 1996 à 4 %. Cette pénalité-là n'est pas le taux réel. Donc, depuis ces années-là, c'est le groupe qui contribue à leur régime qui paye la différence de la pénalité. Donc, le gouvernement, il nous a demandé, évidemment, de monter le taux à 7,4 % pour pouvoir récupérer cette perte-là. La négociation a amené qu'ils vont nous appliquer
la pénalité actuarielle qui est le taux réel, soit de 6 %. Donc, à partir du 1er juillet 2019, les gens qui partiront à la retraite et qui n'auront pas 35 ans de service ou 61 ans d'âge, leur pénalité va passer de 4 à 6 %, qui est le taux réel. Comme je vous explique, le réseau de la santé et des services sociaux est un réseau majoritairement de femmes. Ces femmes et ces hommes sont fatigués, rendus effectivement près de 60 ans. Plusieurs bénéficient ou demandent de bénéficier de la retraite progressive. La retraite progressive, elle est prévue sur un contrat d'un maximum de 5 ans. Donc, on peut réduire d'1 journée par semaine allant jusqu'à 3 jours par semaine. Il faut au moins travailler 2 jours, évidemment, et on peut bénéficier de ça, ce contrat-là, pendant 50 ans. Vous comprendrez qu'en changeant les règles de la retraite à 61 ans, bien, les gens qui bénéficiaient au préalable de cette retraite progressive-là, bien, si ils arrivent, parce qu'ils avaient compté qu'elle allait arriver, admettons, à 60 ans d'âge, qu'elle allait partir à la retraite sans de pénalité, eh bien là, ils allaient être évidemment victimes de ce changement-là, puisqu'ils auraient un pourcentage supplémentaire à payer pour pouvoir bénéficier de leur retraite. Alors, dans la négo, on a aussi prévu que les gens bénéficiant d'une retraite progressive, leur retraite va être prolongée, même si le contrat était de 5 ans, leur retraite va être prolongée aussi longtemps qu'ils pourront partir sans avoir la pénalité actuarielle. Donc, ils vont pouvoir peut-être faire 1 année ou 2 de retraite progressive pour ne pas être pénalisés, évidemment, du 2 %, parce que quand ils ont signé cette entente-là, les règles étaient bien différentes. Donc, le gouvernement ne se gêne pas quand, pour lui, il peut venir jouer dans notre régime de retraite comme dans les années 90. Il ne se gêne pas de venir changer les règles quand c'est pour lui un atout. Il est venu dans ces années-là piger dans nos surplus pour pouvoir atteindre son déficit zéro. Aujourd'hui, même si on est capitalisé à 97 %, malgré le fait qu'il soit venu piger dedans pour évidemment envoyer des gens à la retraite prématurément, puis je ne le sais pas, mais vous vous souvenez sûrement que de ça, on avait dit que le réseau de la santé s'était vidé de leurs infirmières expérimentées puis qu'il fallait recommencer tout à zéro presque. Donc, quand vient le temps pour atteindre ses objectifs à lui, il peut effectivement changer les règles. Mais quand c'est nous qui demandons, avec un taux à 97 % de capitalisation, quand c'est nous qui demandons effectivement de ne pas changer les règles du fait qu'il n'a aucun motif valable, bien, ça devient un peu difficile et c'était un incontournable. Donc, est-ce que c'est une entente satisfaisante? Oui. Est-ce que c'est une entente qui fait en sorte qu'on a rendu nos gens heureux? Pas vraiment. Face à la retraite, nous avons dû concéder. Puis, le pendant de ça, c'est que la crainte que les négociateurs avaient, c'est qu'effectivement, ils décrètent, et nous, on a déjà connu ça, certains décrets dans notre service de santé. Donc, notre crainte, c'était que le gouvernement décrète et qu'effectivement, on passe à 62 ans de façon immédiate. Donc, c'est un compromis qui, nos membres nous ont dit, était acceptable. Donc, on va vivre avec ce changement-là le 1er juillet 2019. Et ça ne sera qu'une partie remise. Vous savez que la Convention est de 5 ans, donc on va retomber en négociation là, en 2020. Et à ce moment-là, on verra quelles seront les règles du jeu et qu'est-ce qui nous attend. Mais en tout cas, je souhaite que ce mauvais mouvement-là que le gouvernement vient jouer dans notre retraite cesse. Et les chiffres de M. Carrière ce matin m'ont, moi aussi, donné un baume parce que je crois qu'il n'y a pas de raison à ces changements. Alors là-dessus, je vous laisse. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous livrer comme information touchant le REGOP.
Et je vous souhaite une bonne continuité de séminaire. Merci. Alors, merci beaucoup à vous trois. Évidemment, on ouvre une période de questions, commentaires. Alors, la parole est à vous pour les 10 ou 15 prochaines minutes. Micro 2. Oui, bonjour. Benoît Piché, section locale 4723. Cette question s'adresse à Mme Thériault. La pénalité actuarielle, d'après moi, c'est en 2020 qu'elle va passer à 6 et non pas en 2019, selon ce que j'ai comme information. Je vais le vérifier, mais c'est peut-être effectivement à la toute fin de la convention. Mais de mémoire, là, mes notes m'indiquaient qu'effectivement, l'entrée en vigueur du 61 âge était effectivement au 1er juillet 2019. Mais est-ce que la pénalité est à la toute fin? Laissez-moi le vérifier. Je vais vous revenir avec l'information. OK, merci. Merci. André, micro 3. Oui, André Fleury, retraité, regroupement des syndicalistes de la retraite Montréal. Avant de poser ma question à M. Bolduc, j'aurais 2 courtes remarques préliminaires. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, ce matin, nous avons assisté à un moment historique quand on a entendu Serge Cadieux nous faire une espèce de coming out pour nous dire qu'il était féministe. Alors, dans quel monde vivons-nous quand un secrétaire général de la FTQ se dit féministe et pas la ministre de Conditions féminines? L'autre remarque concerne le message que Mac a adressé à l'endroit de M. Fortier. Ce n'est pas que je veux défendre M. Fortier, mais je vous rappelle que le premier ministre Couillard, dans le dossier d'environnement touchant le BAP, s'est échappé. Il a dit que les fonctionnaires vont faire ce qu'on va leur dire de faire. Maintenant, ma question concernant la loi 75. Monsieur Bolduc, vous n'avez pas parlé de l'hypothèse d'avoir 2 comptabilités distinctes, c'est-à-dire l'équivalent d'avoir 2 caisses distinctes, une active et une retraitée. Je sais que ça inquiétait beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que c'est tombé, cette hypothèse-là? Parce que c'est pas très rassurant, parce que ça veut dire non seulement des frais supplémentaires de gestion, mais avoir une caisse spécifique retraitée m'apparaît extrêmement dangereuse pour les retraités. Moi, je n'ai pas vu dans le projet de loi de disposition qui demande de faire une caisse à part pour les retraités et les actifs, une caisse séparée. Il y a par contre dans le projet de loi au 31 décembre, je vous disais, le portrait se prend le 31 décembre 2014 et donc au prorata là, des participants actifs et retraités, il y a une portion du déficit qui est calculée, qui appartient aux actifs, une portion qui appartient aux retraités, avec une date qui est le 31 décembre 2014, mais ça demeure dans la même caisse de retraite. On ne crée pas une comptabilité distincte pour les retraités et une autre pour les actifs. En tout cas, c'est ce que je comprends du projet de loi. Ça demeure dans la même caisse, mais il y a des calculs qui se font avec une date à un moment précis. Et dans le projet de loi, c'est le 31 décembre 2014. Luc, micro 2. Bonjour, Luc Baudouin, SFP, Col Bleu, Ville de Mascouche. Au sujet, Marc, tu parlais du projet de loi municipal. On y a goûté vraiment. Je ne reviendrai pas tout ce que tu as dit. On s'est fait vraiment frapper, je trouve, surtout dans l'épisode passé, qu'il y avait des ententes signées. Mais j'espère que cette loi-là aussi, il y a un débat qu'on n'a pas parlé, puis j'espère qu'on va le faire, c'est au sujet de la gouvernance du régime de retraite. Dans le monde municipal, en général, les employeurs ils ont plus de votes que nous. C'est eux autres qui gèrent indirectement, qui accompagnent des votes. Nous, à Mascouche, je sais qu'on est en négociation, c'est un peu notre dossier.
on va se battre là-dessus pour reprendre le contrôle de ce régime. C'est bien beau payer 50 mais si on va avoir le contrôle parce que c'est notre argent, cette affaire-là. Puis ça, je pense que c'est un message que je voulais lancer, une genre de réflexion, parce que je pense qu'il faut vraiment, vraiment faire un débat là-dessus. Parce qu'avant, on dirait dans nos mœurs, vu qu'il était responsable du déficit, on dirait qu'on ne s'est jamais été se battre pour ça. Même s'il y avait un vote ou 2 votes de plus au comité de retraite, on disait c'est pas grave, ils sont responsables. Mais en payant 50-50, il va falloir aussi faire ce débat-là. Je pense parce que c'est notre argent. Parce que bien souvent, les employeurs, c'est pas parce qu'ils siègent à un comité de retraite s'ils s'y connaissent plus que nous. Au contraire. C'est notre argent. Puis j'espère qu'on va se battre là-dessus puis que le message va se lancer sur les planchers pour qu'on puisse aller chercher ce côté-là. Merci. Luc, tu as un maudit bon point parce que quand il y a eu tout le débat en commission parlementaire, en tout dernier, puis dans les discussions qu'on a eues, on a dit c'est pas vrai qu'on va aller au bat 50-50 puis il n'y aura pas le partage de la gouvernance. Et puis, il y avait même eu des discussions de dernier recours. Et on nous avait dit à ce moment-là, quand je dis « on », je vais encore le nommer, c'est le ministre Moreau qui avait dit « oui, c'est sûr qu'il va y avoir le partage de la gouvernance ». Ils ont poussé l'injure à l'insulte à pas un crise de mots dans la loi 15 sur la gouvernance. C'est comme, vous l'avez dans le front, là, prenez votre trou, puis on va continuer à décider. Et ça, la vraie vie, là, dire dans la vraie vie, puis, M. Fortier, là, je vous épargne, là, c'est pas vous. Là, fait que là je vous lâche. Là. Marie-Josée m'a dit de vous lâcher. Mais m'a pogné l'ancien PDG, par exemple. L'ancien PDG, Denis Jean, qui m'avait dit, il avait fini par dire en dernier, mais Marc, regarde, c'est parce que si on vous donne, c'est vrai qu'on avait dit qu'on le donnerait, mais si on vous donne le partage de la gouvernance, la chicane va pogner ces régimes de retraite, il n'y arrivera rien. Ça, je trouve ça insultant. Parce qu'on est au bat à 50-50, c'est nos régimes de retraite. Puis là où il y a le partage de la gouvernance, c'est drôle, ça marche bien. Puis ce qu'il y a de plus pathétique, là, c'est qu'à des tables de négociation actuellement, là, des mots d'ordre, c'est pas de nous donner le partage de la gouvernance. Puis de se dire que l'arbitre n'aura pas le pouvoir de statuer sur le partage de la gouvernance parce qu'il n'y a pas un mot dans la loi 15. Bien, moi, je voudrais bien qu'un employeur ne donne pas de partage de la gouvernance. Micro 1. Bonjour, Éric Poirier-Ouellette, CFP, secteur affaires sociales. Ma question s'adresse à Mme Thériault. Question sur le REGOP. Nous, dans nos instances, on se fait dire que le REGOP est capitalisé à 98,4 % Avec les rendements qu'il y a eu, ce que c'est qu'on s'est fait dire par des actuaires, il serait probablement capitalisé à au-delà de 100 %. C'est sûr que quand on est arrivé dans nos périodes de négo en instance, présenter ça à nos membres, qui voyaient les rendements qu'il y a eu au REGOP, qui était probablement même capitalisé à 100 % à l'heure actuelle. C'est sûr qu'il y a eu... Ça a grogné, on ne se le cachera pas. Mais vu la situation, on n'a comme pas chose. On ne voulait pas être décrété. Une entente est tout à mieux qu'elle s'est signée, qu'elle s'est imposée. Mais c'est ça, c'est ma question. Vous dites 97 %. J'ai comme revérifié encore tantôt sur Internet. On voit même du 98,4 %. Juste savoir les chiffres, dans le fond, c'est lesquels exactement. Merci. En fait, dans le cadre de la négociation, c'était les chiffres de cette époque-là. Là. Je vous dirais que c'est les chiffres qui ont circulé il y a presque 12 mois, hein, parce qu'il s'est passé quand même dans cette négo plusieurs mois avant qu'on y arrive, 12 à 15 mois. Donc, c'était les chiffres qui s'échangeaient à cette table-là au moment où ils ont négocié, où ils se sont mis en branle pour négocier. Fait que c'était 97 % qu'ils s'échangeaient entre la partie patronale et syndicale. C'était le chiffre du moment, là, le chiffre du moment de ce mois-là. C'est bien tant mieux, effectivement, puisque ça le fait, on a eu de bons rendements, fait que ça l'a beaucoup amélioré. Mais effectivement, nous croyons qu'aujourd'hui, on est à plus de 100 %. Merci. Micro 2. Oui, bonjour. Pierre Brabant, le CFP 2168, Repentigny. Peut-être juste ajouter, Marc, également un autre problème de la loi 15. Ça fait des années qu'on l'a auprès de Retraite Québec et l'ancienne RRQ. C'est la non-reconnaissance de la comptabilité distincte. Donc, dans plusieurs groupes, au niveau de travail, au niveau des emplois, tu as des cols blancs, des cols bleus, des policiers, des pompiers, des cadres. Et la Régie des rentes, maintenant Retraite Québec, ne reconnaît pas les comptabilités distinctes. Donc, à ce moment-là, ça devient un seul régime, un fonds de stabilisation. Et par la suite, ce que ça va faire dans bien des endroits, ça va entraîner des scissions. Les scissions, ça entraîne des frais auprès des groupes, auprès de nos membres. Et ça, c'est de quoi que, personnellement, je n'ai jamais compris.
peut-être un jour que Retraite Québec va donner le son de cloche final, mais pourquoi que la Régie n'a jamais reconnu les comptabilités distinctes? C'est un énorme problème. Merci. Bien, merci. Je ne vois plus personne au micro. Encore une fois, 2 fois, 3 fois, non? Alors, écoutez, je remercie nos panélistes d'avoir fait le tour des questions, des régimes. Mais j'aimerais aussi vous remercier pour une autre chose. J'aimerais vous remercier pour votre engagement dans ce dossier-là, pour avoir participé à plusieurs des tables où vous avez participé. Je peux vous garantir que ces gens-là ont vraiment proposé des améliorations aux différents projets de loi qui ont été déposés, contrairement à ce que certains ministres ont pu dire, là. Ils ont vraiment fait des propositions et certaines de ces propositions-là ont d'ailleurs été retenues. Marc a parlé du Fonds de stabilisation, mais ce n'est pas la seule recommandation du mouvement syndical qui a été prise en compte par les dirigeants. Ça n'a pas toujours été facile. Dans ces discussions-là, on était aussi appuyés par des actuaires, des spécialistes de différentes firmes. Mais je peux vous dire que ces gens-là ont vraiment travaillé pour que les lois qui ont été adoptées soient applicables, premièrement, mais aussi qu'elles protègent au maximum les travailleurs et les retraités. Donc, une dernière main d'applaudissements pour nos 3 invités.